À la une ce soir, le dossier des contrats aidés, 22 représentants de communes dont le bureau du préfet ce midi, séance d'explication du gel du dispositif annoncé par le gouvernement. Les emplois liés aux écoles seront épargnés selon le représentant de l'État. Est-ce une bande réponse suffisante? Nous en reparlerons avec le député Serge Letimi qui a lancé le débat à l'Assemblée nationale. Notre focus ce soir sur les médecines alternatives, acupuncture, hypnose pour soigner les petits maux. De plus en plus de Martiniquais en sont friands, vous allez le voir. Enfin, la fièvre jaune aux portes de la Guyane. Le Brésil, pays voisin, est frappé par une épidémie. Un cas mortel a été recensé dans l'ouest guyanais. Annonce faite par l'Agence régionale de santé. Explication dans le cours de votre journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Après l'inquiétude hier, le temps de l'action aujourd'hui, 22 maires et représentants de communes ont demandé des explications au préfet de Martinique sur le dossier des contrats aidés. Les emplois liés, je vous le disais, aux écoles ne seront pas supprimés. C'est ce qu'a affirmé le représentant de l'État ce matin aux élus locaux. On voit cela avec Sandrine Claude. L'image est rare. 20 maires et adjoints de l'île déterminés à se faire entendre se rendent à l'improviste en préfecture. C'est dire l'inquiétude que suscite déjà la diminution progressive des contrats aidés annoncés par l'État. Les élus sont venus réclamer des réponses. Il aurait fallu que nous ayons des réponses de la part du préfet, ne serait-ce que lui donner nos doléances, lui présenter nos doléances et à partir de ces doléances-là qu'il remonte vers le gouvernement pour savoir effectivement quelle réponse donner au maire de la Martinique. Nous sommes relativement nombreux aujourd'hui et je crois que c'était le bon moment de faire de telle sorte que, que nous fassions, je ne vais pas dire de la pression, mais que nous fassions le nécessaire aujourd'hui pour avoir des réponses claires sur les difficultés qui se présentent justement à nous. Nous avons décidé pour l'instant de commencer par interpeller le préfet, de venir en délégation et nous avons tenu ce rendez-vous cet après-midi, mais nous n'excluons pas de poursuivre notre action en fonction des réponses qui nous seront apportées, avec un taux de chômage autour de 20%, avec des taux de chômage qui concernent les jeunes qui peuvent atteindre 60 à 70% dans certains quartiers. Nous avons besoin d'un dispositif particulier et nous avons besoin de ces emplois aidés qui représentent à peu près 3000 emplois sur le territoire de la Martinique. Après une première tentative d'entretien avorté, l'échange avec le préfet a finalement lieu à huis clos. Des premiers éclaircissements sur la mise en application de la mesure gouvernementale sont alors livrés. Ce que moi j'ai pu décider en fonction de ce qui m'a été dit jusqu'à présent, c'est que la rentrée scolaire, tous les emplois liés à la rentrée scolaire pourront être assurés, les renouvellements de contrats pourront être assurés. Nous n'avons pas encore toutes les indications possibles, donc moi ce que j'ai tenu à faire, c'est pouvoir rassurer les maires sur le plus urgent, et le plus urgent c'est la rentrée scolaire, et je leur ai promis de les revoir lorsque j'aurai toutes les instructions utiles, en concertation avec eux, de voir quel type d'emploi nous pourrons assurer. Du côté des élus, si l'on reste encore sur ses gardes, l'annonce de maintien des emplois dans l'éducation apaise quelque peu les tensions. Nous avons eu quelques éléments d'apaisement de la part du préfet, ce qui nous rassure. Mais nous attendons en retour une confirmation écrite de ces engagements qui serait de nature à nous permettre de faire nos rentrées de manière, j'ai envie de dire, relativement confortable. Ce n'est qu'une première étape du processus que nous avons engagé. Il sera question demain que nous puissions avoir les mêmes certitudes de renouvellement des contrats hors du champ scolaire également. Car si pour l'heure les emplois temporaires devraient être sauvegardés, ce n'est pas le cas d'autres services municipaux concernés par ces contrats spécifiques, à l'image des espaces verts. Au premier semestre 2017, on recensait près de 2300 contrats aidés en Martinique. Et le député Serge Letimi nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez lancé la polémique, le débat à l'Assemblée nationale au début du mois d'août. Et là, on voit la réponse du représentant de l'État en Martinique. Les emplois liés à la rentrée scolaire seront épargnés. Est-ce une réponse suffisante, selon vous? Mais nous n'avons pas lancé de polémique. Le débat. On a soulevé un problème extrêmement important, extrêmement grave. Je donne quelques chiffres. C'est environ, en 2016, près de 460 000 contrats aidés en France et en Outre-mer. Budgétisé 290, 170 000 de moins. Et pour la Martinique, c'est 6 500 emplois aidés qui ne concernent pas que les écoles, les lycées, les collèges, les écoles primaires, et budgétisé 3 500, c'est-à-dire 3 000 emplois de moins. Cela veut dire qu'il y a une vraie philosophie qui s'est mise en place de supprimer progressivement les emplois aidés. Alors ça date pas de la mesure gouvernementale, ça date des mesures qui ont été prises par les anciens gouvernements. Absolument pas, parce que les anciens gouvernements ont voté en moyenne 350 000 emplois aidés an.
Vous savez à qui ça s'adresse, les emplois aidés? Ça s'adresse aux pauvres, aux jeunes, à ceux qui sont éloignés de l'emploi, ceux qui recherchent une dignité quelque part par le travail, qui ont besoin de nourrir une famille. Ce n'est pas simplement donner une dotation, c'est accompagner quelqu'un dans une stratégie et un parcours d'insertion. Dans un pays où il y a 20% de chômeurs, 56% des jeunes de moins de 27 ans en inactivité, de mon point de vue, c'est une très grave erreur. Je pourrais même dire que c'est une arrogance politique à la limite inacceptable. Alors justement, le gouvernement, et c'est légitime, parle de faire des économies. On connaît la finance du budget de l'État aujourd'hui. Et il pointe aussi du doigt le clientélisme de ces emplois. Est-ce que vous entendez ces arguments? Moi, j'ai été maire de Fort-de-France pendant 10 ans. Je n'ai jamais assumé ma position par du clientélisme social. On n'enrichit pas un pays par la pauvreté des autres. Ça n'a pas de sens. Et à ce titre-là, je considère que s'il y a des économies à faire, ce n'est pas sur les jeunes en diminuant de 5 € l'APL, l'aide au logement pour les étudiants ou les autres. Et puis deuxièmement, ce n'est pas en supprimant les emplois aidés, parce que la philosophie indiquée très clairement par Mme Péricot, qui m'a répondu à l'Assemblée nationale, c'est de dire que c'est inutile, ça ne sert à rien, c'est beaucoup d'argent dépensé, ce n'est pas efficace. Lorsqu'on a une situation de croissance en France qui est assez éphémère et qu'on n'a pas la vraie croissance pour se substituer aux emplois aidés, l'offre et la demande jouent dans le sens où il y a beaucoup d'offres, il y a moins d'emplois aidés, mais quand il y a une diminution de l'offre, c'est le cas en Martinique, la croissance n'existe pas, vous ne pouvez pas mettre 6 000 personnes à la rue. Parce qu'à terme, ce sera ça. Ce sera 6 000 personnes qui n'auront pas d'activité. Des emplois durables, ce sont des emplois temporaires qui ne peuvent pas être renouvelables de façon indéterminée. Ils sont notamment voués aux personnes qui sont au chômage. Et on le voit aujourd'hui, les mairies les utilisent pour des services publics qui, on l'a entendu aujourd'hui, sont indispensables pour la vie des communes. Est-ce que ce n'est pas un détournement de ces emplois ? Pas du tout, parce qu'en fait, l'État utilise les emplois aidés justement pour un service public. Et vous savez, les plus gros consommateurs d'emplois aidés, ce sont les rectorats, l'académie, notamment pour tous les services qui sont liés à l'école. Les maires aussi les utilisent. Lorsque vous mettez quelqu'un en SMIC, vous avez une dépense que vous faites 24 000 € par an pour un emploi normal, classique, payé directement totalement. Vous faites une économie parce que vous ne payez que 6 000 €, c'est-à-dire une contribution d'État. Ça s'appelle un acte solidaire vis-à-vis de l'insertion d'un homme, d'un individu. Ce n'est pas un détournement de fonds. À peu près 70% des jeunes qui sont recrutés en emploi aidé dans les collectivités locales demeurent, restent et font le foyer, donnent à manger à leurs enfants, construisent quelque chose. Et dans le secteur privé, dont on ne parle pas suffisamment, je considère qu'il faudrait faire un effort pour le secteur privé, eh bien, il y a aussi une possibilité pour un employeur de lisser ses investissements en utilisant les emplois aidés. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre, je pense qu'il faut faire cette proposition, au profit des emplois aidés, au profit des entreprises de moins de 10 salariés. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques grandes entreprises qui utilisent les emplois aidés. Et la dernière chose, c'est que les emplois aidés, ce n'est pas seulement les institutions publiques, ce sont aussi les associations qui font un travail considérable dans les quartiers, dans le domaine du sport, de la santé, de l'insertion par l'activité, la lutte contre les inégalités. C'est un travail de cohésion sociale. Je pense que le gouvernement a perdu le cap de la solidarité nationale et est rentré dans un processus qui consiste à faire que la flexibilité à tout va régler le problème de la compétitivité, et on va un peu plus loin en diminuant la capacité des collectivités d'assurer un service public et en diminuant la possibilité d'assurer par la solidarité la cohésion sociale dans le pays. Alors on l'a vu aujourd'hui encore et partout en France, en Outre-mer, la bronca des élus locaux contre cette mesure annoncée par le gouvernement. Est-ce que selon vous, il faut instaurer un rapport de force? On l'a vu ce matin, cette opération coup de poing des maires pour demander des explications. Est-ce que le gouvernement va infléchir sur cette décision? Moi, je suis pour le dialogue, mais quand le dialogue n'arrive pas à convaincre, il faut peut-être certainement se mobiliser encore plus. À La Réunion, il y a une grosse mobilisation. Dans l'ensemble, depuis la question posée au gouvernement, dans l'ensemble de l'Hexagone, la plupart des maires et des responsables d'associations sont extrêmement mobilisés. Lorsque vous avez près de 170 000 emplois de moins dans un pays qui est déjà en souffrance, ça pose un problème extrêmement grave. Je prends un exemple encore très important pour nous. Vous avez une paupérisation sociale extrêmement forte du fait de l'importance aujourd'hui des personnes âgées. On sera le département le plus vieux de France. 30 à 40% des personnes auront plus de 60 ans d'ici 2020-2030. Et vous avez une situation de paupérisation des jeunes. Je pense qu'il faudrait aller plus loin. La CTM, je fais à la CTM cette suggestion de prendre ce dispositif à bras-le-corps, de monter un réseau public et sanitaire permettant
de manière très précise, d'accompagner les personnes isolées et surtout d'accompagner les jeunes qui sont en situation difficile. C'est un acte public, le fait de soutenir par l'activité des personnes qui sont en difficulté. Je reçois dans ma permanence très souvent, je peux vous dire que la souffrance est réelle en Martinique, la paupérisation est réelle, mais pas seulement chez nous, en Guadeloupe, en Guyane, et surtout sous l'ensemble de l'Hexagone. Est-ce que les autres députés d'outre-mer et de France ont décidé de s'allier sur ce dossier? Oui, il y a une mobilisation incroyable. Vous imaginez, il n'y a pas de limite politique. Et en Martinique, je suppose, je le sais, les 4 députés de Martinique sont très solidaires par rapport à cela. Et lorsque j'ai posé la question au gouvernement, j'ai clairement ressenti cette souffrance et ce désir de dire attention, vous ne pouvez pas aller encore plus loin dans la désolidarisation que la nation et l'État devraient avoir vis-à-vis du peuple et notamment des plus démunis, des plus exposés. Comment cette solidarité va se traduire? Ça va se traduire par ce qui s'est passé aujourd'hui, déjà une première action des maires. Une réponse ponctuelle a été portée par le préfet. Je rappelle que Mme Pénicaud a négocié 13 000 emplois de plus, entre 13 000 et 170 000. On pensait qu'il y a une grande différence. D'oser et de porter des réponses ponctuelles en Martinique comme à La Réunion. La Réunion attendait 7 000 emplois. La Réunion a eu à peine 1 800 à 2 000 emplois. Mais ce n'est pas tellement cette comptabilité macabre sur le dos des jeunes qu'il faut absolument voir. Ce qu'il faut voir, c'est la perspective. C'est une idéologie qui consiste à dire qu'il faut donner moins de moyens à la solidarité, à l'accompagnement, mais il faut mettre tout en œuvre pour que la compétitivité et le marché puissent régler la question de l'emploi. Je ne crois pas qu'on puisse arriver en une fraction de seconde. Donc on devrait, dans ce gouvernement, tenir compte des besoins d'accompagnement le plus longtemps possible, en attendant que l'économie puisse permettre à tout un chacun de pouvoir travailler. Merci beaucoup Serge Letimi de nous avoir fait part ce soir de votre position sur ce dossier des contrats aidés. Une information politique, le parti PPM confirme la candidature de Catherine Conconne pour les élections sénatoriales après la réclamation d'Yvan Paquite qui conteste la procédure de nomination. Décision prise hier lors d'un bureau politique. Aucune sanction n'a été prise contre Yvan Paquite qui s'est déclaré déjà candidat sans étiquette pour les élections sénatoriales. Triste constatation ce matin en Guadeloupe, une école a été vandalisée. Aucun vol, le ou les auteurs ont tout simplement saccagé l'établissement en dommageant du matériel informatique. Un coup dur à l'approche de la rentrée des classes. Aux abîmes, le reportage d'Yvan Lemar. C'est à 6 heures, en ouvrant l'établissement, que le concierge a constaté les dégâts. Des individus ont forcé les fenêtres pour déjouer le système de fermeture des portes. Au total, une dizaine de classes ont été saccagées. Un moment difficile pour les employés. Vous savez, c'est pas facile à vivre parce que le jour de la reprise, il faut, en tant que responsable des équipes, vous êtes chargé de recevoir avant les agents pour les mettre au travail, mais vous ne pouvez pas travailler dans certaines circonstances. Quand vous arrivez, vous trouvez les salles comme ça, dans un état comme ça, vous êtes un peu déçu, vous êtes un peu dégoûté. Ces écoles viennent s'ajouter à la liste des établissements de la commune vandalisés durant les vacances. À moins de 2 semaines de la rentrée, c'est un coup dur pour la mairie. Nous allons devoir faire appel à une entreprise qui fera les gros travaux, puis après prendre le relais, les agents donc de mairie pour gagner du temps. Nous sommes tenus de faire de la sorte. C'est un coup dur financièrement pour la mairie et surtout, je sais que ce matin par exemple étaient présents les agents de mairie. Mais il est déprimant pour les agents de reprendre le travail dans ces conditions. C'est à croire que c'était calculé pour. Donc les femmes n'ont rien pu faire ce matin parce qu'elles n'ont pas compris, elles ne savaient pas par quoi commencer en réalité. Une plainte a été déposée par la mairie. Le nettoyage des classes commencera demain matin et l'ensemble des serrures de ces écoles sera changé avant la rentrée prévue le 4 septembre. En Guyane, un cas mortel de fièvre jaune, c'est une première depuis 1998. Une ressortissante brésilienne qui a succombé à la maladie transmise par le moustique. Pour rappel, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour se rendre en Guyane. Les précisions de Jonathan Lariot. Pour l'agence régionale de santé, le constat est terrible. Le 9 août dernier, une femme d'origine brésilienne décède à l'hôpital de Cayenne. Celle-ci était atteinte de la fièvre jaune. Arrivée en Guyane aux alentours du début de ce mois, elle aurait séjourné aux alentours de Saint-Élie. Après un passage au CMCK de Kourou, elle aurait été admise à Cayenne où elle succombe de sa maladie après 6 heures. Le dernier cas de décès par ce virus datait de 1998. Elle serait arrivée en Guyane déjà malade.
Le vaccin de la fièvre jaune, il n'est pas demandé aux postes frontières terrestres. Pour toutes les personnes qui voyagent, les compagnies aériennes, elles ont l'obligation de demander un statut vaccinal à jour, pour toutes les personnes à destination de la Guyane. Pour l'instant, son dernier passage avant de rentrer en Guyane serait la ville brésilienne d'Oiapoque. Après, nous n'avons pas d'informations sur le statut vaccinal de cette dame. Nous présumons qu'elle n'était pas vaccinée. Mais nous ne savons pas par où elle aurait transité. Sûrement, elle n'est pas arrivée en avion. Voilà, donc. Ressortissante brésilienne, la contamination pourrait survenir de là. En janvier 2017, le Brésil se déclare en épidémie de fièvre jaune. Si aujourd'hui on ne connaît pas le lieu de provenance de cette personne, la piste permet d'écarter une possible alerte au niveau local. Les dernières nouvelles, les derniers cas déclarés officiellement au Brésil ont été rapportés dans le courant du mois de mai 2017. Et donc dans les États du sud-est brésilien, des États qui n'avaient pas d'obligation de couverture vaccinale comparé au nord du Brésil. Donc il y a eu depuis une obligation temporaire de vaccination. En Guyane, l'obligation de vaccination contre le virus de la fièvre jaune date de 1967. Toute personne doit être vaccinée et ce dès l'âge de 1 an. Seule possibilité d'être immunisé contre le virus, la fièvre jaune ne possède pas de traitement direct. Tous ces virus s'autodétruisent au bout de quelques jours. Et c'est ce qu'on attend. Et en attendant, puisqu'on n'a pas de façon de tuer le virus par des médicaments, c'est que le virus s'épuise lui-même. Et s'il y a des complications, c'est là qu'intervient la réanimation pour faire tenir l'organisme de la personne le temps que ces symptômes disparaissent. Mais il n'y aura jamais d'épidémie, dans la mesure où une épidémie ne survient que si la majorité de la population n'est pas protégée, ce qui n'est pas le cas pour la fièvre jaune, puisque la vaccination protège efficacement. La peur de l'épidémie n'a plus lieu d'être, mais si le vaccin existe, c'est que le virus est toujours présent dans la nature et reste dangereux. Différentes actions de sensibilisation devraient être mises en place par l'ARS et les collectivités pour une simple piqûre qui pourrait vous éviter le pire. On l'a appris aujourd'hui, le décès hier de Thérèse Yoyo Licao, avocate, première femme bâtonnier de Martinique, élue en 1978. Elle est rentrée dans la profession en 1958, très appréciée et respectée par ses confrères. Dominique Nicolas, l'actuel bâtonnier, salue ce soir une femme exemplaire. Restez avec nous à suivre dans votre journal une balade en nature, d'abord en Guadeloupe avec l'un des sites les plus visités, à l'image de notre montagne pelée, la Soufrière. Il faut 3 heures pour atteindre le sommet. Et puis chez nous, un jardin bio cultivé dans un quartier de Fort-de-France à redécouvrir dans le meilleur de votre JT des communes. Je vous le disais il y a un instant, c'est l'un des sites les plus visités en Guadeloupe, à l'image de notre montagne pelée. La Soufrière attire toujours autant. Pour s'approcher, il faut faire 3 heures de marche. Un parcours de santé réalisé pour nous par Karine Diamin. Regardez. Ici, c'est un espace qui avait été aménagé, en tout cas en 1976, pour permettre à l'hélicoptère de se rapprocher. Pour découvrir ou redécouvrir la Soufrière, son fonctionnement, sa végétation luxuriante et son histoire. Ils sont 80 à avoir rejoint Patrice ce matin-là. Si vous savez, quand on a des fêtes, souvent il y a une boisson qu'on ne nommera pas. Quand on la prend, si on secoue, il y a le bouchon qui part. J'ai bien dit le bouchon, et pas la capsule par-dessus. Donc, un phénomène volcanique, une éruption magmatique, c'est un peu le même principe. Par-dessous, la pression qui va monter, il faut bien comprendre le noyau du globe, c'est une boule de feu. La pression qui va monter fera que, à un moment donné, nous sommes sous une bombe à retardement. Une fois les conseils donnés, les règles de sécurité rappelées, le groupe peut alors se mettre en route pour le sommet. Là-haut, quand tu arrives là-haut, tu as la montagne au diable. On l'appelle la montagne au diable. Tu arrives là-haut, tu as la porte d'enfer, le rocher de Belzébuth, la mare au diable. Donc plein de noms qui te font un rapprochement avec des choses qui ne sont pas saines. Donc la peur, la crainte du volcan est liée aussi à ça. On sait ce qu'on veut, on cherche à faire tomber. De plus en plus, on peut dire que les Guadeloupéens commencent à s'approprier la montagne et le volcan, mais il y a un travail à faire. Quelques minutes plus tard, avant d'entamer les derniers mètres, l'heure est à la pause et au ravitaillement.
Mais pas le temps de s'attarder. Direction le sommet, son histoire et son climat humide et froid. La crête du volcan avec tout ce qu'on pouvait mettre derrière, la porte d'entrée qu'on appelait la porte d'enfer, qui était tenue par Belzébuth, le rocher que vous avez ici. Juste derrière, vous aviez la petite mare, un petit point d'eau qui s'est végétalisé depuis quelques années et qu'on appelle la mare au diable. Sinon, cette partie-là, c'est le jardin L'Herminier. L'Herminier qui était un botaniste qui a beaucoup fait sur la flore des Antilles. Donc, toutes ces choses. Donc, la mare au diable par rapport à quoi? Au diablotin, qui est un oiseau qui nichait sur les flancs du volcan. Quelques mètres plus tard, l'âme du volcan se dévoile sous un nuage de brouillard, signe d'une ascension terminée et réussie pour le groupe de Patrice. C'est vrai que pour moi, être là aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, c'est faire prendre conscience. Je me rappelle, à cette époque aussi, on avait donné un petit livret à tous les scolaires, vivre avec son volcan. Pour moi, il faut s'approprier ce volcan. Quant aux participants, ils auront été conquis par cette somptueuse balade. C'est extraordinaire, il y a du bon. Hein? J'apprécie beaucoup, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire 40 ans après. Après 4 heures de marche, la journée s'est achevée par une collation des plus conviviales. Voilà pour cette belle balade. Quelques mots de sport maintenant et des nouvelles de Mickaël Laurent. Le coureur martiniquais participe au Tour de Guyane qui a commencé le 19 août. Il prend ce soir la seconde place au classement général à l'issue de la 5e étape aujourd'hui entre Mana et Apatou, remportée par le Guadeloupéen Louis Sablon. Le maillot jaune est sur les épaules de Melvin Ruyer du centre nord Aubervilliers. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et on commence avec cette information pratique, votre planning pour le don du sang. Demain, vous avez rendez-vous entre 9h et 14h au centre commercial Carrefour Génipa, dans la ville de Ducos, avec toute l'équipe de l'EFS. Direction Fort-de-France pour découvrir ou redécouvrir une exploitation bio installée au quartier Médaille. C'est une jeune agricultrice passionnée qui en est à la tête. Elle produit pour des boutiques spécialisées de l'agriculture vivrière. On voit cela avec Hubert Bornil. Au cœur du quartier Médaille, cette exploitation tenue par une femme, Madame Desravines. Aujourd'hui, on peut dire que c'est jour de visite pour l'agricultrice qui produit ici des cultures vivrières, maraîchères. On le voit, le maïs, le gombo, des piments végétariens. Tous ces produits que vous allez pouvoir trouver désormais tout près des enseignes Diète Discount. Madame Desravines est une agricultrice qui a toujours œuvré dans le bio. Sur la parcelle de 4 hectares concédée par la CTM, elle cultive des produits maraîchers et vivriers. Choux chinois, carottes, laitue un petit peu, et des cultures vivrières. Donc tout ce qui est igname, patates douces, dachine, je le fais là, et camanioc. La dame travaille souvent seule entre binage, sarclage et préparation des sols. Le temps d'une pause, elle accueille la responsable des magasins Diète Discount. C'est vrai qu'il y a de la demande sur la ville pour avoir des produits bio régulièrement, des paniers réguliers. Donc là, on est heureux de t'accueillir à partir de ce vendredi et puis on espère que ça va pouvoir perdurer. L'échange porte sur un partenariat entre les deux professionnels. Objectif, élargir la gamme de produits bio en y intégrant des productions locales. On n'a malheureusement pas suffisamment de production sur la Martinique et on est contraint de faire beaucoup d'approvisionnement de métropole. Donc sur du frais, sur du surgelé également. La culture biologique, c'est-à-dire sans intégrer de produits chimiques, une technique qui peine encore à s'étendre sur le territoire. Heureusement, de plus en plus d'agriculteurs s'engagent en ce sens. Je fais énormément d'associations culturelles. Je vais vers la diversification également. Et j'utilise des produits naturels, notamment des huiles essentielles, du savon noir, du bicarbonate, des choses comme ça. Mais c'est surtout l'observation et j'essaie de voir comment les plantes se défendent les unes par rapport aux autres. Et du point de vue du consommateur, l'intérêt aujourd'hui est de le familiariser avec des produits du terroir
Désormais, Diet Discount met à disposition un espace de vente pour les producteurs locaux. Une belle visite au jardin, en tout cas une tendance qui semble se confirmer. Le consommateur martiniquais voudrait avoir plus souvent dans son assiette des produits du pays, y compris sous la certification bio. Voilà, et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés. Séance d'explication entre les maires et le préfet sur le dossier des contrats aidés. Les élus locaux ont été reçus ce midi en préfecture. Les emplois liés aux écoles seront épargnés des coupes budgétaires assurées par le représentant de l'État. Le député Serge Letimi, qui a lancé le débat à l'Assemblée nationale, était notre invité. Dans votre journal, nous vous proposions ce soir une découverte des médecines parallèles au lieu des médicaments traditionnels, des sciences d'acupuncture en vogue en Martinique. Pour des raisons de temps, nous n'avons pas pu vous diffuser ce reportage. Toutes nos excuses, vous allez le retrouver demain. Et puis la fièvre jaune en Guyane depuis 19 ans, un premier cas mortel dû au décès de cette maladie provoquée par le moustique. Le Brésil voisin est frappé par cette épidémie qui donc touche le Brésil. À suivre, Destin d'outre-mer, la rediffusion, Marie-Flore, j'ai été brûlée vive, la météo de Christine Lauréat à 20h, 40 ans, mode d'emploi. Merci de votre fidélité. À demain.